Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 28 octobre. C'est un exploit, le Tour FC a éliminé hier soir le SCO d'Angers, un club de Ligue 1, une folie qui redonne confiance au club. On y revient dans quelques secondes. Le CHRU de Tours épinglé par la Chambre régionale des comptes. Masse salariale en hausse, les inoccupés, la dette pèse et le déficit de 4,6 millions d'euros peine à se réduire. Le CHU doit emprunter, réaction des syndicats dans ce journal. Également dans cette édition, c'est la terrasse de la discorde en plein cœur de Ballon-Miré. Un restaurateur ne parvient pas à vendre son restaurant en redressement judiciaire à cause d'une simple terrasse. On vous explique tout ce soir. Bonsoir à tous, c'est un exploit. Le Tour FC a éliminé hier soir le SCO d'Angers en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Le score 1-0, éliminant ainsi un club de Ligue 1. L'unique but de la rencontre a été marqué par Luca Miracoli à la 52e minute. Le club se qualifie pour les 8e de finale qui auront lieu mi-décembre. Le résumé de la rencontre avec Romain Delville. Le Tour FC a fait sensation hier en battant le SCO, actuel 2e du championnat de Ligue 1. Les Angevins ont certes présenté une équipe bis, mais ça n'enlève pas grand-chose au mérite des Bleus tant les footballeurs tourangeaux ont mené les débats. Et ce, devant 10 000 spectateurs au stade de la Vallée du Cher. 16e minute de jeu, Samuel Bourg renverse le jeu, Bergogneau laisse passer et Miracoli du gauche bute sur un excellent Letellier. Miracoli, on le retrouve à la 38e, bien lancé par Belkebla. Et les arbitres, cette fois, ont décidé que le gardien angevin n'avait pas fait main en dehors de la surface. 0-0 à la mi-temps et au retour des vestiaires, les footballeurs tourangeaux gardent le rythme et la main mise sur la rencontre. Centre de Bourg, reprise acrobatique de Miracoli dégagée par Romain Saïs. Corner à suivre, on joue la 52e minute. Un corner tiré par Bosetti. À la réception, Luca Miracoli, encore lui, Letellier repousse, mais son défenseur Capel propulse le ballon dans ses propres buts. Le TFC entre en délivrance, le stade peut rugir et Tours va tenir bon. Comme l'Angesco n'accélère pas, ce sont les Tourangeaux qui bénéficient des meilleures occasions. Incursion de Belkebla à la 63e, Belkebla qui s'enferme et Miracoli qui frappe mais à côté. La dernière occasion du match est une nouvelle fois Tourangelle. Aguazi en métronome trouve Miracoli qui dévie sur Tandia. Le jeune attaquant fait le plus difficile, mais sa frappe pied gauche est hors cadre. À l'issue d'un match maîtrisé, les Bleus se qualifient donc pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. PSG, Lyon, Marseille, Monaco, Bordeaux et Saint-Étienne entrent en lice. Le tirage au sort aura lieu mardi prochain. Ils sont arrivés de Calais hier matin. Une cinquantaine de migrants a rejoint Orléans dans le Loiret, le premier département de la région Centre-Val de Loire à accueillir des migrants. 300 places au total sont prévues, d'autres devraient arriver sous peu. Blois pourrait en accueillir une quarantaine, ce qui fait vivement réagir les élus du Front National en Loir-et-Cher. Ils appellent les Blésois à signer une pétition pour que, je cite, Blois ne devienne pas une succursale de Calais. Le CHRU de Tours épinglé par la Chambre régionale des comptes. Un rapport établi entre 2009 et 2013 pointe la dégradation de la situation financière de l'hôpital et le presse de maîtriser ses dépenses. 4,6 millions d'euros, c'est le montant du déficit budgétaire arrêté fin 2013, réduit en 2014 certes, mais le CHU va devoir emprunter. Audrey Champigny. Avec une dette sur le dos de 174 millions d'euros, le constat est sans appel. Le CHRU de Tours doit maîtriser ses dépenses. Dans son rapport 2009-2013, la Chambre régionale des comptes a en effet tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme en rappelant le montant du déficit budgétaire pour 2014, 2 millions d'euros. Résultat, pas de retour à l'équilibre budgétaire espéré avant 2021 et une obligation de faire un emprunt pour financer les travaux à venir. Du côté du personnel, on courbe l'échine. Si l'hôpital doit faire des économies, on craint une coupe dans la masse salariale qui représente près de 70% des dépenses de l'hôpital. La ministre a annoncé 22 000 suppressions d'emplois. Elle ne voulait pas que ça soit dit officiellement, mais bon, tout le monde a eu l'information. Donc, bien évidemment, après, ça se décline hôpital par hôpital. Encore une fois, ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise gestion. Il y a une décision qui a été prise de diminuer les dépenses de santé. En ne donnant pas le budget, on oblige les hôpitaux à se restructurer. Parmi les causes de cette situation financière dégradée, la Chambre des comptes pointe notamment le faible taux d'occupation des lits, moins de 50% dans certaines spécialités, ou encore l'augmentation des effectifs et de la masse salariale. Mais le rapport revient aussi sur l'implantation géographique du CHRU Tourangeau,
et prescrit une restructuration des principales activités sur 2 sites, avec la rumeur d'une éventuelle fermeture de l'hôpital Clocheville. Xavier Bertrand, en 2007, avait déjà préconisé, dans le cadre d'un rapport, une diminution du nombre de sites pour le CHU de Tours. Alors bien sûr, nous sommes toujours inquiets par rapport à l'hôpital pédiatrique, par rapport au regroupement des services de psychiatrie, mais dans le cadre du conseil d'administration qui s'est tenu vendredi dernier, le président du conseil d'administration s'est engagé en disant qu'il n'était pas question de remettre en cause l'hôpital pédiatrique. Donc nous, on prend acte. De son côté, la direction, quant à elle, n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Et on prend tout de suite la direction de l'hôtel de ville de Tours. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment président du parti Debout la France et vous êtes ce soir à Tours pour un meeting. Vous préparez, vous aussi comme les autres partis, les prochaines élections régionales des 6 et 13 décembre. Alors on a le sentiment, Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez finalement du mal à vous situer dans le paysage politique, à faire en sorte que votre parti puisse s'ancrer réellement et se démarquer du Front National et du parti Les Républicains. Mais pourquoi dites-vous cela? Vous savez, il y a 1 million de Français qui votent déjà pour nous régulièrement aux dernières élections européennes. Et justement, les Français n'en peuvent plus du paysage politique que vous évoquez. Ce piège mortel, avec d'un côté des gens incompétents qui ont gouverné, qui ont échoué, qu'ils soient socialistes ou républicains, et puis de l'autre, le Front National. Mais est-ce qu'on a le droit en France de refuser ce tripartisme destructeur? Et je remarque qu'il y a 25 millions de Français qui ne votent plus. Alors, moi je m'adresse à eux et je leur dis, il y a une autre voie possible. Et si vous regardez notre projet politique, si vous regardez nos listes régionales, vous verrez qu'elles rassemblent de plus en plus de Français qui justement veulent tourner la page de ce système pourri qui tue notre pays à petit feu. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas étranger au sondage évidemment. Votre tête de liste, Alix Panlou, tête de liste régionale de Debout la France, obtiendrait seulement 4% des voix au premier tour. C'est loin d'être encourageant. Mais moi, je ne gouverne pas avec les sondages parce qu'ils se sont toujours trompés sur moi. Aux européennes, on nous donnait 1%. On en a fait 5, plus de 5 en région centre. Aujourd'hui, en Ile-de-France, les sondages me donnent 8% et certains disent que je suis à 15%. Donc, vous savez, Madame Panlou, elle va vous surprendre. Et elle fera plus de 10% en région centre. Parce que les Français n'en peuvent plus de cette dictature des sondages. Vous savez, c'est pas les sondages qui votent, ce sont les Français. Et à force de faire les élections avant les élections, eh bien, nos compatriotes vont plus voter. Et moi, je voudrais qu'ils votent. Alors, l'enjeu pour demain, c'est pas de décider à la place des Français. L'enjeu, c'est de les laisser s'exprimer. Parce que on est à la veille d'une vraie révolution dans notre pays. On est si mal gouverné. Vous parliez tout à l'heure des migrants, mais il n'y a pas que le Front National qui est contre l'arrivée des migrants dans nos communes. Il y a tous les Français de bon sens. Et il faudrait aller au Front National pour dire des choses de bon sens. Donc moi, je vous le dis, il y a une possibilité enfin, j'offre le choix aux Français. Les Français avec moi et avec ceux qui seront sur le terrain vont avoir enfin le choix d'échapper à ce terrible piège. Soit vous continuez avec ceux qui ont échoué, soit vous allez au Front National. Eh bien, ni l'un ni l'autre, un programme raisonnable pour enfin bien gouverner, bien gérer les affaires publiques. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, en duplex de l'hôtel de ville de Tours où vous vous préparez en ce moment un meeting en vue des élections régionales. Merci à vous. Et les élections régionales, justement, cette semaine, les partis dévoilent leur liste pour les élections des 6 et 13 décembre prochains. Après lutte ouvrière hier, la droite et le centre, menés par le député maire UDI Philippe Vigier, présentera officiellement sa liste pour le département d'Indre-et-Loire. On connaît déjà le nom de celle qui occupera la place numéro 7. Il s'agit de Sophie Oconi, vous la voyez, UDI, conseillère municipale à Tours et ancienne députée européenne. Jacques Tchevchenko, premier adjoint au maire de Tours, sera lui en 4e position sur la liste. Justice à présent, le procès du Vieux Tours renvoyé au 26 janvier 2016 en raison de la grève des avocats. Ce procès devait juger, vous le savez, un jeune homme de 26 ans, Théophile Duhamel, qui devait répondre du meurtre de Maguette Gay. Un renvoi qui met en lumière les difficultés qu'éprouve le système judiciaire depuis plusieurs années, notamment l'engorgement des assises. L'accusé a formulé 11 demandes de remise en liberté depuis son incarcération le 14 février 2013. Le jeune homme doit désormais se retourner vers la
la chambre de l'instruction. Et j'ajoute que l'Assemblée générale des avocats se tient en ce moment au palais de justice. Et justement, assise engorgée, délai trop long, reçoit ce soir Jean-Luc Bec, procureur de la République à Tours. 2 semaines après le procès des mariages chinois, le procureur revient pour la première fois sur cette affaire sur le plateau de TV Tours Val-de-Loire. Justice toujours, 3 ans de prison ferme requis contre la sœur de la victime dans le procès de Thro, petite commune du département du Loir-et-Cher. Jeanne Vaudeville, accusée d'avoir tué son frère d'un coup de fusil dans la nuit du 2 au 3 juin 2013. L'avocate générale a requis à l'encontre de son conjoint 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Le verdict est attendu dans la soirée. Le restaurant de la Discorde à Ballon-Miré en Indre-et-Loire. Un restaurateur se retrouve dans l'impossibilité de vendre son commerce en redressement judiciaire. Et cela à cause d'une simple terrasse attenante au restaurant qui est aujourd'hui au centre d'un véritable bras de fer entre l'ancien et le nouveau maire de la commune. Les explications d'Audrey Champigny. Une terrasse en plein cœur de Ballan, avec vue imprenable sur l'église Saint-Venant, c'est le petit plus du Balatédo. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour Stéphane Lejeau quand il a repris ce bar il y a 3 ans. À l'origine, ce bistrot de 30 mètres carrés n'en possédait aucune. Il demande alors au maire de l'époque, Laurent Baumel, l'autorisation de créer une terrasse permanente. La réponse est oui, un arrêté municipal est pris et Stéphane Lejeau investit 30 000 € pour cette structure en aluminium et bâche qui double la surface de son bar. Aujourd'hui, en proie à des difficultés financières, Stéphane Lejeau doit revendre son commerce. Mais surprise, il doit raser sa terrasse car elle n'a jamais été validée par l'architecte des bâtiments de France. C'est l'incompréhension, c'est l'injustice par rapport à tout l'investissement que j'ai laissé dans cette affaire, puisque j'ai investi pécuniairement et puis investi aussi de ma personne, puisque j'ai développé ce commerce en y laissant beaucoup de sueur, près de 100 heures par semaine, en travaillant du lundi au samedi. Le député socialiste Laurent Baumel, maire de la commune en 2012, a en effet fait le choix, malgré l'avis contraire des bâtiments de France, d'autoriser la construction de cette terrasse pour, dit-il, aider un commerçant et dynamiser le centre-ville. Moi, je ne regrette rien et j'assume totalement le fait d'avoir privilégié à un moment donné un raisonnement économique et commercial, d'animation, de vie du bourg, au pointillisme juridique. Je n'ai menti à personne. Je suis intervenu au niveau des services de la hiérarchie de l'État au niveau régional. Et ce que j'ai obtenu, c'est une promesse verbale que l'architecte des bâtiments de France n'entraverait pas la transaction. Alors pourquoi refuser à Stéphane Lejeau de vendre son bar? Réponse du nouveau maire, tout doit être fait dans les règles et la légalité. C'est comme quand on construit une maison, il y a une demande de permis de construire à effectuer. Je ne peux pas malheureusement délivrer le moindre document sans avoir une déclaration, une demande préalable. Maintenant, si effectivement dans le traitement de cette demande, il y avait un souci particulier qui se présentait, nous l'étudierons à ce moment-là. Par contre, il faut respecter la loi et le formalisme imposé. C'est une question d'équité et de légalité. Déjà obligé de brader son commerce pour cause de liquidation judiciaire, Stéphane Lejeau avait pourtant trouvé un acquéreur. Mais il ne compte pas baisser les bras. Un pot commun a d'ailleurs été mis en place pour récolter de l'argent afin de consulter un avocat spécialisé. À suivre, 2 semaines après le procès des mariages chinois, Jean-Luc Bec, procureur de la République à Tours, revient pour la première fois sur cette affaire. Pour TV Tours Val-de-Loire, à tout de suite.